Alors, nous sommes donc toujours le jeudi 20 juin 2021, lors de la journée internationale des réfugiés. Nous allons passer donc à la réunion sur le thème de la jeunesse africaine et les réfugiés. Donc, nous avons pour l'instant une organisation avec nous qui s'occupe de la jeunesse africaine et vont nous rejoindre au fur et à mesure, peut-être des réfugiés de Goma et peut-être d'autres organisations de jeunesse. Mais c'est vrai que la connexion aujourd'hui est compliquée et difficile. Donc, en fait, on a le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Claude François Ouedraogo et coordinateur national du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, qui est au Burkina Faso. Peut-être, Niambélé, tu peux passer les dias, et puis comme ça, on introduit aussi les deux autres organisations, et normalement, il y a Roda qui va venir peut-être aussi en invité surprise. Roda qui devait venir donc précédemment, et qui n'a pas pu se connecter parce qu'elle a eu des impératifs locaux. Elle a été invitée par une organisation internationale en même temps. Et donc, Roda, qui s'appelle Roda Mukeshimana, qui est présidente de la communauté de réfugiés et demandeurs d'asile dans la ville de Goma. Voilà. Donc, et sans doute, elle va nous rejoindre juste après. Voilà, c'est... Est-ce que tu arrives à partager les dias comme ça? Donc voilà Roda, justement, qui sans doute va arriver à se connecter à nous après. Et puis, si tu peux passer donc au dia de cette heure-ci, parce que Roda devait venir avec Luc, mais donc voilà, ils ont eu d'autres impératifs. On a changé le programme. C'est plus bas. On est donc, et voilà, là c'est la jeunesse africaine et les réfugiés. Et donc, dedans, si tu peux remonter plus haut. Non, c'est après. Voilà. Il faut remonter 2 dias plus haut. Je te remercie. Donc voilà notre invité qui est là. Donc Monsieur Claude François. J'avoue que j'ai des difficultés à prononcer votre nom de famille. Ça sera à vous de nous expliquer comment ça se prononce bien. Voilà. Et avec donc précédemment, les dias précédentes, s'il te plaît, Niambélé. Donc, avec nous, normalement, devrait peut-être nous rejoindre Joëlla, qui est de la jeunesse provinciale, qui est une communauté de jeunesse provinciale qui donne assistance aux réfugiés de Goma, et va nous rejoindre sans doute Roda, donc, qui est à Goma et donc qui s'occupe de réfugiés aussi, et qui est elle-même réfugiée. Donc maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Claude François. Et puis, s'il peut nous expliquer comment on prononce son nom, ça sera déjà un premier point pour moi. Voilà, merci. Niambélé, si tu peux arrêter les dias et puis présenter. Voilà. Ok, je peux? Allez-y. C'est un réel plaisir pour moi vraiment de participer à cette importante réunion aujourd'hui. Effectivement, je suis Claude François Ouedraogo. Super, merci beaucoup. Je suis le coordinateur national des associations d'enfants et jeunes travailleurs du Burkina, une coordination qui est membre d'un mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Donc, nous sommes représentés dans 28 pays en Afrique, mais nous avons des alliances aussi avec l'Asie et l'Amérique latine pour former le mouvement international, voilà, des enfants et jeunes travailleurs. Donc, il faut dire que dans l'exercice vraiment de nos activités, qui est vraiment la promotion et la protection des droits des enfants et des jeunes, voilà, nous sommes souvent amenés à intervenir pour des couches sociaux, en tout cas vulnérables, qui sont par exemple les enfants réfugiés. Comme je le dis, notre public cible, c'est essentiellement les enfants et les jeunes. Et donc, la petite histoire, c'est que nous avons en tout cas contribué énormément à en tout cas travailler sur un camp de réfugiés à Mentao, voilà, dans la région du Sahel, voilà, dans la province du Soum.
à 12 kilomètres exactement de Djibo. Voilà. Donc, où nous avons travaillé en tout cas à, comme je l'ai dit, protéger les enfants, mettre en place des espaces amis des enfants pour s'occuper, occuper sainement les enfants. Comme vous le savez, dans des situations pareilles, voilà, les enfants, en tout cas, ils ont les parents qui sont là, mais les parents sont préoccupés par les besoins vitaux. Donc, et je peux dire que et le temps qu'ils mettent pour s'occuper de leurs enfants, en tout cas, n'est pas vraiment souvent ça. Et donc, c'est d'où notre action de pouvoir accompagner les parents, les familles, voilà, à une meilleure protection des enfants. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que nous avons mis en place des espaces amis des enfants pour recevoir les enfants chaque jour dans ces espaces pour organiser des activités sociaux, voilà, des activités de prise en charge psychosociale avec ces enfants, voilà, pour les permettre en tout cas de ne pas, en tout cas de se sentir chez eux, c'est le mot que je vais utiliser, et aussi de comme vous le savez, dans le camp, il y a beaucoup de problèmes que les enfants rencontrent. Donc, pour nous, c'est vraiment, en tout cas, sensibiliser aussi les parents, voilà, à une meilleure protection des enfants, voilà, sur le site. Voilà. Et tout ce que nous avons eu à faire, c'est, comme je l'ai dit, nous avons pu mettre en place un comité de protection des enfants par les parents pour que les parents puissent s'organiser, voilà, pour, en tout cas, nous assister au cours de nos animations. Voilà. Et aussi, nous assister, quand nous ne sommes pas présents, que ce comité-là veille à ce que, par exemple, les enfants qui sont sur le camp, qui sont dans le camp, puissent vraiment, en tout cas, être protégés. Et aussi, pour dire que notre action a eu vraiment des résultats probants, parce que au début, quand on arrivait, on sentait qu'il y avait vraiment une séparation nette entre entre les enfants. Parce que sur ce camp, la grande majorité étaient des Touaregs et aussi des Bellas. Et entre ces deux communautés, il y a une communauté qui est maître et une communauté qui est des esclaves. Donc, nous avons travaillé. Au début, même, les enfants étaient totalement séparés. Ils n'acceptaient pas vraiment s'amuser ensemble, se frotter. Voilà. Mais au fil du temps, nous avons vu qu'il n'y avait plus vraiment de limites. Les enfants ont effacé vraiment ces barrières culturelles et arrivé à jouer au ballon ensemble, à s'amuser et à mettre les différentes actions que nous organisons sur le camp là, ensemble. Et donc, pour nous, c'est vraiment des moments très forts parce que nous avons, à travers notre action, pu surmonter voilà, la différence qu'il y avait entre les enfants et même les parents. Et nous avons senti vraiment que notre présence réconfortait beaucoup voilà, les parents, ce qui les amenait à mieux s'impliquer vraiment dans nos différentes activités. Donc, par la suite, même, nous avons vu qu'il y avait besoin de renforcer les capacités de ces parents. Donc, nous avons octroyé à certains parents, par exemple, des activités génératives de revenus pour les permettre de mener quelque chose et soutenir la famille. Voilà. Donc, pour revenir à cette année, le thème à tout son sens, je le dis, et je cite, ensemble, on se soigne, on apprend. Donc, moi, ensemble, on se soigne. Et je pense qu'il est plus que nécessaire qu'en 2021, qu'il y ait vraiment une véritable solidarité internationale pour mettre fin au conflit et des actions innovantes pour la protection vraiment de l'environnement. Et on apprend, et pour moi, quand j'étais vraiment plus jeune, je n'aurais jamais pensé un jour qu'on allait vraiment connaître des conflits au Burkina Faso. Voilà. Je pensais que les conflits, c'était toujours dans les autres pays. Je ne vais pas citer de nom pour
ne pas discriminer, mais par exemple, je pensais que le conflit, c'est toujours vraiment au Kosovo, je pensais que toujours le conflit, c'était en Somalie. Voilà, ces pays qui ont vraiment beaucoup été victimes des conflits armés. Et aujourd'hui, euh, au Burkina Faso, la situation nous montre totalement le contraire parce que nous avons des conflits, voilà, intercommunautaires, des attaques des groupes armés qui ont fait, par exemple, des déplacés d'environ plus de 1,3 million personnes déplacées de leur localité d'origine vers de nouvelles zones et aussi qui qui a fait que beaucoup d'écoles, environ plus de 2200 écoles, sont fermées, affectant plus de 300 000 enfants qui ne vont plus à l'école. Environ plus de 82 formations sanitaires sont totalement fermées et d'autres fonctionnent à minima environ 300 formations sanitaires, affectant plus de 800 000 personnes. Donc, c'est pour dire que le thème vraiment a toute sa valeur. Parce que, comme je le disais, quand j'étais plus jeune, je ne pensais même pas un jour que mon pays, le Burkina Faso, allait être victime de cette situation. Malheureusement, c'est des choses que nous vivons en ce moment. Et le dernier point du thème de la journée qui est et on rayonne, je pense vraiment qu'il est plus que nécessaire, cela est vraiment nécessaire que l'opinion internationale et les États mettent tout en œuvre pour qu'il y ait vraiment un monde juste et où tout rayonne tout simplement. Voilà, donc ça, c'était vraiment ma contribution. Mais pour revenir par rapport à ce que j'étais en train d'expliquer à notre intervention à Mentao, je dirais que malheureusement, aujourd'hui, le camp est démantelé pour des raisons d'insécurité, voilà, des attaques à répétition. Et même certains croient que le camp de Mentao est une base des groupes armés. Donc, tout vraiment ce camp a été démantelé et n'existe pas. Mais les réfugiés existent toujours dans la localité et nous devons tout faire pour manifester notre solidarité envers ces personnes. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Claude-François Ouedraogo. Virginie, Claude-François Ouedraogo. Pour vous aider à j'avais pas le son. Ouedraogo. Donc, merci beaucoup. Super. En fait, moi, quand je l'ai dans l'oreille, c'est bon, mais quand je vois écrit... Voilà. Donc, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je signaler que c'est un groupe de jeunes quand même vraiment qui mènent beaucoup d'activités, qui interviennent. Déjà, l'accueil, faire comprendre aux enfants que voilà, vous êtes entre de bonnes mains, aux familles, vos enfants sont entre de bonnes mains. C'est un soulagement, ça les décharge déjà d'une tension, donc d'un poids, etc. Et le fait qu'eux, ils prennent quand même le risque de se déplacer de chez eux et d'aller rencontrer ces enfants et jeunes, ces familles dans leur camp, ou alors la situation n'est pas la meilleure, c'est déjà quelque chose d'encourageant de ces jeunes aussi. Donc, ça fait des années qu'ils le font depuis l'éclatement des crises dans cette zone subsaharienne et qu'il y a beaucoup de mouvements de réfugiés. Ça fait presque une dizaine d'années qu'ils sont en train de travailler directement dans les camps de réfugiés. Donc, ils s'y connaissent très bien et voilà, leur action est à soutenir et à féliciter.
On parlait de modèles avec la première conférence. En fait, c'était important de montrer des modèles et finalement, c'est aussi un modèle d'être solidaire, de montrer de la solidarité Absolument. envers C'est des ça. gens qui ne sont pas de la même origine, qui ne sont pas du même lieu, et cetera, et voire de prendre des risques. Et ça, ce sont Oui, d'excellents modèles pour la jeunesse qui est pris en charge par ces jeunes. Et ça, il oui, faut le noter et le féliciter parce que c'est vraiment quelque chose, absolument, qui est bien. absolument. Je voulais juste faire un tout petit aparté parce que Joëlla est arrivée, mais Joëlla, en fait, tu n'as pas de son. Alors, il faut que tu trouves une solution pour avoir du son parce que là, nous, au niveau technique, on voit que tu as la caméra, on te voit depuis tout à l'heure, mais tu n'as pas de son pour l'instant. Voilà, je voulais juste te rendre attentive à ça parce que quand tu voudras parler, en fait, tu n'as pas de son. Je laisse peut-être continuer, Nambélé. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient entrées. Peut-être qu'on laisse les gens parler, puis à la fin, on peut faire une discussion Voilà. commune. Il y a, il y a Souley. Souley, c'est la personne du Cameroun qui s'occupe des réfugiés centrafricains. Donc, il désire aussi dire un, deux mots. Il a fait une vidéo que je n'ai pas pu encore télécharger. Si il voudrait bien, comme ça, après, on va juste résumer pour les deux organisations. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Mapaya Suleiman. Camerounais, je travaille sur la question des réfugiés à l'extrême nord et à l'est, à Damawa. C'est ça. Plus beaucoup, nous travaillons dans le domaine de monitoring de protection. Mais comme je l'ai fait dans la vidéo ce matin pour partager avec vous, la crise qui a affecté notre pays a engendré le déplacement, les réfugiés sur notre sol, environ 350 000 réfugiés, que ce soit au niveau de l'extrême nord ou bien des régions de l'Est et de la Damawa. Et cette crise est due à celui de Centrafrique et due au conflit socio-politique. Mais ceux du Nigeria, ce sont des terroristes de Boko Haram. Ils sont à l'extrême nord, ils sont dans un camp. C'est le plus grand camp du Cameroun, même parmi certains camps en Afrique, parce que le camp Minawao, les 96 000 réfugiés parmi du Cameroun sont là-bas. Malgré les initiatives que l'État, avec ses partenaires, c'est-à-dire les nations, les ACR, avec les Nigériens pour le retour volontaire de ces réfugiés dans leur pays, cela n'est pas possible, compte tenu que la sécurité règne encore du côté du Nigeria. Mais au niveau en dehors de ces réfugiés que j'ai cités, il y a aussi les personnes déplacées internes. Il y a environ 200 000 déplacés internes sur notre sol camerounais. C'est les Camerounais qui sont déplacés, quittant les frontières avec les villages qui sont frontaliers avec le Nigeria et qui se retrouvent aujourd'hui dans des villages voisins où ils estiment qu'il y a la sécurité. Mais leur situation reste trop précaire. Et puis, c'est des familles qui sont avec leurs petits-enfants et les enfants sont presque abandonnés, je dis, dans ce sens parce que il n'y a pas véritablement la prise en charge pour ces personnes, catégorie de personnes déplacées. Et les enfants ne vont plus à l'école, les parents n'ont plus de métier pour subvenir aussi aux besoins de leur progéniture. Ils sont dans un impasse. Donc, nous avons apporté, en dehors de ce que nous intervenons dans le domaine de protection, on n'a pas grand-chose à les apporter. C'est des monitoring. Nous faisons monitoring en recensant, en identifiant ces personnes avec les besoins, en fait des recommandations un peu comme des plaidoyers. C'est vrai qu'il y a des organisations, certaines organisations qui font dans la protection et qui parviennent à leur faire intervenir au secours, mais la réponse est plus beaucoup humanitaire. On sait bien que la réponse humanitaire, aujourd'hui nous sommes dans la phase de la stabilisation, il faudrait des actions de résilience. Mais si nous apportons aujourd'hui pour ces petits-enfants que 2 kilos de riz pour leurs parents, et dans cela ne peut pas vraiment pour leur prise en charge, ça devient très compliqué. Tout ce que tout le temps nous faisons, on fait des plaidoyers auprès des acteurs, auprès des bailleurs, c'est dans la nécessité d'avoir des choses qu'il faut encadrer ces enfants. J'ai relevé dans ma vidéo ce matin que parmi les familles déplacées, on enregistre aujourd'hui pendant l'année passée
400 000 élèves de classe de CM2 qui n'ont pas composé par manque d'acte de naissance, certificat de naissance. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas simplement, c'est aussi dû à leur déplacement pendant le conflit et qu'ils ont perdu ces pièces-là. Et puis, vous voyez avec moi que c'est des familles que leurs maisons étaient incendiées, ici, ils sont abandonnés. Nous, on a mené des activités au secours de ces personnes, mais plus beaucoup, nous avons encadré. À l'époque, c'était les enfants du Nigeria. Les réfugiés, je vous dis, ce ne sont pas seulement dans les camps, mais il y a des réfugiés qui sont urbains et qui ne sont pas pris en charge par HCR véritablement. Il y a ceux qui sont rentrés avant comme volontaires. Plus tard, après, lorsqu'ils ont constaté de ce côté du Nigeria qu'il n'y a pas l'insécurité, ils sont de retour encore sur le sol camerounais. Mais lorsqu'ils sont déjà sur le sol camerounais, c'est impossible encore de regagner les camps des réfugiés qui est à l'autre façon. Pareil pour du côté de la République centrafricaine, c'est pareil. Donc, c'est cette expérience, cette vécu quotidienne que je vais partager avec vous. Ainsi. Merci beaucoup. Je reste à votre disposition pour d'autres éventuelles questions par rapport. Merci. Ben voilà. Mapaya, merci beaucoup vraiment pour cette intervention. Ça montre un peu la diversité de vos interventions. Il y a plusieurs, vous avez parlé de plusieurs catégories de réfugiés, et des déplacés internes, des réfugiés des pays limitrophes. Et aussi, bon, vos actions, surtout des plaidoyers auprès des autorités de la communauté, etc., pour essayer d'attirer leur attention sur la situation de ces réfugiés et de demander vraiment à ce que les aides puissent les parvenir afin de soulager leur précarité, la situation difficile dans laquelle ils vivent. Vraiment, c'est aussi des initiatives extrêmement salutaires qu'il faut signaler. Voilà. Maintenant, Madame Virginie, est-ce que vous avez à écouter aussi Mapaya, vous avez un avis avant qu'on ne passe à Joëlla? Non, je pense qu'on peut passer à Joëlla et puis on va refaire la synthèse après à la fin. Je crois que c'est... Ok, voilà, parfait. Il faut ouvrir ton micro, Joëlla. Ouvrez le micro et vous pouvez intervenir maintenant. Les autres, oui, voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui, je suis là. La connexion de Joëlla est compliquée. Et puis, on a aussi la vidéo de Félix, tout à l'heure qu'on n'a pas pu passer, qui est une toute petite vidéo. Tu veux la passer maintenant, puis après, on voilà, voit si on a envie d'élargir le débat? Ou après, comme tu veux. Lui, il fait passer un communiqué. Je prépare la technique en même temps pour lancer les peut-être, Papy, je voyais que je te voyais réagir aux propos en fait de l'intervenant précédent. Peut-être tu aurais des choses à dire par rapport à ça. C'est clair que c'est des situations compliquées. On se retrouve dans des enjeux qui sont complexes. Et voilà, donc je te voyais bouger la tête tout à l'heure. Je me disais, tiens, il a des choses à dire, Papy, par rapport à ce que comment dire, Mapaya nous a dit. Ah non, bon, je n'ai pas quelque chose à ajouter. Bon, j'étais en train de suivre seulement. Merci. Ok, d'accord. Je vais partager alors la vidéo de notre ami. Voilà, il est là. Donc, c'est une vidéo de Félix qui fait partie d'Angels. Communiqué de presse à l'occasion de la journée internationale des réfugiés du 20 juin 2021. Nous, membres du réseau Generation Matrix Group et directeurs du centre de recherche ACRC de ASBEL,
en République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, en mairie d'Uvira. À l'occasion de cette journée internationale des réfugiés, profitons pour vous présenter la situation des sinistrés des pluies diluviennes sur la région d'Uvira. Par la présente, le débordement des rivières Mulongwe, Kavimvira et Kalimabenge et les lacs Tanganyika ont été produits d'une manière consécutive. D'abord, du 2 mai 2020 et du 5 avril 2021. C'était une pluie débordante qui avait duré plus de 2 semaines, ainsi provoqua plusieurs décès et blessés. Dans le mois de décembre 2020, il y a eu 43 décès, plus de 200 personnes blessées, plus de 5500 maisons détruites, plus de 1250 personnes, dont 80% d'enfants et femmes sont hébergés dans les 29 sites de regroupement de sinistrés. Je répète, plus de 12 500 personnes, dont 80 enfants et femmes, sont hébergés actuellement dans les 29 sites de regroupement de sinistrés. Nous comptons plus de 5000 ménages et familles d'accueil qui ont besoin des abris. 44 écoles ont été également sinistrées. 13 écoles sont actuellement occupées par les familles sinistrées. 7600 enfants sont privés de l'éducation. Comprenez que la situation reste toujours compliquée car les sinistrés s'ajoutent de jour à jour. Enfin, nous lançons un appel de détresse au gouvernement, aux agences humanitaires, locales et internationales, les organisations de la société civile, en vue de venir en aide aux sinistrés de la région d'Uvira. Ainsi fait à Uvira pour le Regeneration Matrix Group, Acerced Asbel, Accès Uvira, signé par Serugayi Félix. Merci. Voilà, nous revenons maintenant. Le micro est fermé. On parlait de la situation d'Uvira, là avec Félix, on a parlé de la situation au Cameroun, il y a plein de situations compliquées, difficiles, où les réfugiés sont soit climatiques, politiques, économiques. Il y a toutes sortes d'origines d'un réfugié, mais le réfugié finalement, c'est quoi? C'est un papa, une maman, des enfants, hein, c'est ce qu'on a vu au début, et puis qui sont dans des situations plus ou moins complexes, où quelquefois, il y a des choix qui sont pas des choix. Et puis, tout est compliqué. Tout à l'heure, Mayapa parlait du Cameroun. Au Cameroun, on a aussi une petite expérience par rapport à ça parce qu'on avait commencé à avoir on avait fait la demande au pays Bamoun pour avoir des terrains, justement pour les réfugiés camerounais anglophones qui s'accumulent à la frontière du pays Bamoun. Donc le pays Bamoun, je vous rappelle, c'est une région du Cameroun, hein, qui est un royaume et où le roi a décidé d'accueillir ces réfugiés, mais ils sont tellement nombreux que c'est difficile de les accueillir comme ça, juste sans aide. Et donc, nous, on avait commencé à négocier des terrains pour pouvoir reconstruire une ville nouvelle à ces réfugiés, parce que ces réfugiés, malheureusement, c'est des réfugiés internes, c'est pas des réfugiés d'un pays sur l'autre. Donc ça, c'est déjà une première chose. C'est pas des réfugiés, c'est des réfugiés, on pourrait dire, c'est du semi-politique, c'est des réfugiés communautaires, je dirais. C'est des anglophones contre les francophones. Et donc ça veut dire que ces réfugiés anglophones, beaucoup sont des paysans. Ils arrivent sur des terres où il n'y a pas de terre. Donc, il faut reconstruire une ville nouvelle, une vie nouvelle, un métier nouveau. Tout est à reconstruire à zéro. Et
là aussi, nous, on avait un projet de ville nouvelle. Pour l'instant, ces terrains, malheureusement, sont partis sur une autre organisation, mais on reste toujours ouverte à ce genre ouvert à ce genre de projet parce que c'est clair que surtout si on parle de réfugiés internes, ben, les réfugiés internes, ils ont le droit dans leur pays de trouver, du terrain, légalement, pour reconstruire leur vie. Donc voilà, c'est pas comme des réfugiés qui viennent peut-être d'un autre pays où c'est d'autres implications, mais ils ont le droit aussi, ces réfugiés, tout à fait, de reconstruire aussi leur vie mais c'est vrai que c'est des situations complexes, hein, comme disait, tout à l'heure, Mapaya. Il y a des mélanges, je dirais, comment dire? Qu'on retrouve aussi quelque part je crois que c'était plus vers Beni où on a ce genre de problème, où on a des mix de population, où on ne sait pas l'origine de la population, on ne sait pas de quel camp sur la population. C'est des réfugiés, mais on ne sait pas si c'est des réfugiés ou pas. C'est très compliqué. Donc c'est vrai que et puis au milieu de tout ça, bah, les réfugiés, c'est des familles qui ont des enfants et heureusement qu'il y a des organisations comme les vôtres qui viennent les aider, qui leur tendent la main et qui ne se posent pas la question de savoir d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait avant. Ils les prennent comme des êtres humains qui ont besoin d'être aidés, qui ont des enfants. Les enfants, ben, on ne sait pas forcément d'où viennent les parents, mais les enfants sont des enfants. Puis comme on le disait tout à l'heure, ben, des enfants ensemble, même s'il y a des différences communautaires, eh ben, les enfants, ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de barrière. C'est les adultes qui ont des barrières, c'est pas les enfants. Voilà et puis les jeunes finalement qui viennent les aider, ben, on voit que finalement c'est des enfants qui ont grandi et qui sont restés qui n'ont pas non plus ces Absolument. barrières finalement et c'est un espoir aussi quelque part pour l'Afrique de se dire que peut-être la jeunesse, elle a moins de barrières. Enfin, ça dépend des endroits du monde parce qu'on sait que par exemple au Rwanda, il y a un revival, malheureusement, de haine entre communautés qui vient des jeunes, mais par contre dans certaines autres régions du monde, c'est pas pareil. Donc il faut essayer de cultiver ça, je dirais l'accueil de l'autre, l'accueil de la différence, le respect de la vie humaine et puis, bah, rien qu'avec ces bases-là, ben, on peut aller de l'avant et puis aller aider les autres. C'est important et comme je disais, le modèle, c'est super important. Je ne sais pas si Joëlla va réussir à nous dire quelques mots, parce que tout à l'heure, c'était compliqué ta connexion, Joëlla, mais si tu arrives quand même à nous dire quelques mots. Tout à l'heure, on t'entendait vraiment pas bien. Donc essaie d'articuler, parle lentement, clairement et puis on va essayer de tendre l'oreille. D'accord, je vais essayer d'être très lente pour parler un peu, pour que ce soit un peu comprise. Hein. Mmh. Ici, précisément au site Kivu, au nord Kivu, il y a vraiment le problème des réfugiés. Mais très souvent, on les remarque au site qui est la ville de Bukavu et dans le territoire, parce que quand on avait bien, il y a eu le problème des Rwandais, Burundais qui se trouvent dans les Bukavu, surtout dans les territoires aussi d'Uvira et des filles. Et personne n'ignore les problèmes que ça crée au niveau politique, au niveau économique. Récemment, c'était le problème du volcan ici aussi, avec les déplacements massifs de la population de Goma qui se sont déplacés vers la ville de Bukavu, le territoire de Kalehe. Il y a eu vraiment beaucoup d'atrocités. Il y a des ménages qui ont perdu des enfants. Il y a aussi des jeunes qui se sont donnés à des activités un peu civiques. Dans tout ça, nous, en tant que provincial de la jeunesse, qui est une structure fêtière de tous les mouvements, organisations, structures de jeunes au niveau de la province, c'est une structure normalement au niveau national avec les CNI qu'on appelle Conseil national de la jeunesse. Là, ça se trouve partout dans les provinces comme provincial de la jeunesse. Et nous, nos frères et sœurs sont venus de Goma. Ils ne savent pas la majorité là se mettre. Il y avait les gouvernements qui n'avaient pas encore débloqué les fonds de les accueillir. Et là, nous on dit, bon, on va se mettre au niveau du port, au niveau de la route, c'est essayer de les accueillir, de les accueillir. À l'époque, il y a le gouvernement qui avait déjà mis en place un centre d'accueil d'Indendere qui est prise HCR. Et là, on dirigeait tout le famille et les enfants, les parents déplacés qui venaient de Goma.
Et vu que le moyen était insuffisant du Conseil provincial de la jeunesse, on n'avait pas de visibilité, on n'a pas même de mégaphone pour essayer mieux orienter les familles de Goma. Beaucoup se sont dirigés vers les familles d'accueil. Et là, ça n'a pas vraiment permis qu'ils soient pris en charge. Vous allez remarquer qu'il y avait des familles qui avaient 5 ménages avec les enfants, avec le parent. Et ça, c'était vraiment compliqué pour ces femmes. Et surtout que Sud Kivu, c'est une ville qui est très dépendante des Rwanda sur le plan économique, en nourriture, alimentation du Rwanda d'un côté, et de l'autre côté, ça dépend du Goma. Vous imaginez, non, la population où il y a la nourriture qui vient alimenter Bukavu, tous viennent. Et là, c'était vraiment compliqué parce que même les prix sur le marché avaient rehaussé, hein, les prix de l'alimentation, ça avait rehaussé. Il y avait aussi des personnes de mauvaise volonté, pas partout, qui avaient, même le prix des locations. Tu vois, par exemple, qui coûtait $100 par mois. Quelqu'un qui pouvait demander 50, voyait même à 200, 300 par mois. Donc, le prix même de location avait vraiment galopé. Ça avait fait en sorte que les personnes qui sont venues s'héberger à Bukavu puissent avoir l'envie de rentrer le plus possible dans leur ville. Mais nous, en tant que conseil, c'est là juste pour les orienter, voir leurs problèmes et essayer de faire au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des organisations humanitaires qui se trouvent à Bukavu. Mais aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de familles qui sont déjà rentrées vers Goma. D'autres encore là, ce sont des familles qui manquent de moyens pour payer les transports de rentrer dans leur province d'origine. Nous sommes toujours en train de faire le plaidoyer à tous les niveaux pour voir s'il peut y avoir des personnes ou bien des personnalités notables même de la province qui ont toutes ces familles en charge, parce que c'est un problème qui est un peu sérieux par rapport à ces familles-là qui sont encore... Bon, il faut noter aussi qu'il y a ceux-là qui ne veulent plus rentrer en Goma du fait qu'ils ont peur. Ils se disent, bon, peut-être qu'il peut y avoir encore le volcan éruption, et devient quelque chose de routinier de la province de Goma surtout. Ils ont rentré, ils se disent, bon, ils vont rester ici à vous et faire leur vie. Le problème que je voulais signaler, qui est important, qui est plus capital ici à Bukavu, c'est de constater, et que ça peut dégénérer les jours qui vont suivre. Ça ne cadre vraiment avec la population de Goma, mais ça cadre plutôt avec le problème qui est réel avec le réfugié du Rwanda, du Burundi. Aujourd'hui, il y a une autre manifestation, ça s'est manifesté dans la vie de Bukavu. Il y a deux jeunes, quand je parle de ça, c'est parce que je suis la responsable de la Kivu. Il y a des jeunes qui viennent se réfugier aussi pour chercher le poids, donc l'économie. Ils travaillent dans des restaurants, ils travaillent dans des bars, des jeunes filles, des jeunes garçons, très jeunes filles. C'est si j'en parle, c'est parce que commence à avoir des accouplements entre les jeunes de Bukavu et les jeunes du Burundi, très souvent, et des jeunes filles qui travaillent dans les bars, qui viennent se réfugier, surtout dans la ville de Bukavu. Et ça peut créer à longueur des problèmes sur le plan des enfants qui vont être des signaux là, des signaux entre les réfugiés qui sont venus rester ici à vous, parce que vous allez remarquer que les enfants qui vont naître de cet accouplement-là, peut-être qu'ils ne seront pas acceptés par les habitants, le Congolais. Peut-être de l'autre côté, au niveau de Burundi, peut-être qu'ils ne sont plus acceptés. Voyez-vous que dans 5-10 ans, on ne saura pas gérer ce conflit-là ou bien ces problèmes-là. Et c'est un très sérieux qui peut embrasser la région du Grand Lac et peut-être même parce que plus il faut bien ces genres de problèmes gérer quand c'est encore vraiment, il y a encore fort tôt. Parce que c'est pas,
on les accueille, ils sont nos frères et on doit bien les encadrer. Mais quand il y a maintenant des accouplements pas mauvaises, mais qui sont incontrôlés, ça sera vraiment un très grand problème de la région du Grand Lac. Je pense que je peux d'abord m'arrêter par là. S'il y aura des questions, je te répéterai toujours y répondre. Merci Vraiment, beaucoup. absolument. Merci beaucoup pour cette brillante intervention. Vous avez vraiment touché des points qu'on peut estimer que c'est des points sensibles de la gestion des réfugiés, mais aussi de la gestion intercommunautaire des religieux. Lorsque vous avez parlé tantôt des problèmes qui puissent, voilà, des gens qui profitent au lieu d'apporter leur aide, mais bon, essayer de trouver que c'est le moment propice de faire un peu plus de chiffre d'affaires, voilà, sur les loyers, etc. Donc, c'est comme Mme Virginie l'avait souligné tantôt, ça c'est aussi la diversité sur la planète, dans le monde. Chacun essaie de tirer profit de n'importe quelle situation, que ce soit une situation bien heureuse ou malheureuse. Bon, voilà, il y en a aussi qui vivent de cela. Mais c'est vraiment une expérience extrêmement riche. Moi, j'en tire beaucoup de leçons, vraiment qui vont enrichir plus ou moins, voilà, prochainement mes interventions sur ce sujet. Soyez-en remerciés. Madame Virginie, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre qui a levé la main, je ne sais pas, suite à son intervention, si vous avez quelque chose Oui, à alors dire. moi j'ai retenu la fin. C'est vrai que, comment dire, les mélanges communautaires, je dirais, qui donnent des enfants, ça peut poser des problèmes, comme ça peut résoudre des problèmes. C'est clair que dans un premier temps, ça pose des problèmes, ça crée des clivages, ça crée des enfants qui ne seront pas forcément intégrés. Mais si c'est un mouvement qui persiste dans le temps, dans ce cas-là, ça permet un brassage de population. Et ça permet, je dirais, à des populations de vivre plus sereinement les uns avec les autres. C'est ce qui s'est passé au Cameroun, pas au Cameroun, excusez-moi, en Côte d'Ivoire, ces dernières décennies, où les gens, il y a 30 ans, ils ne se mariaient pas entre différentes communautés. Et depuis 20 ans, eh ben, ils ont commencé à se marier entre eux. Et ça permet de renforcer la communauté et de la stabiliser. C'est clair que le début, entre guillemets, de ce mouvement, il a été difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été exclus de certains services, de certaines régions, etc. Mais quelque part, peut-être qu'il faut regarder ça aussi dans le fait dans l'optique d'un brassage de population qui pourrait peut-être à terme apporter la paix. Parce que quand on reste dans des typologies qu'on pourrait dire ethniques, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, prenons donc les Hutus, les Tutsis, ça c'est les grandes typologies. Je parlais au Rwanda où en fait ils ont fait un énorme travail de résilience auprès de toutes les populations, c'est-à-dire tous les anciens ont fait la paix avec les autres anciens, qu'ils aient tué famille, père, mère ou autre, ils ont fait la paix. Mais par contre, les jeunes qui sont venus après, ils n'ont pas continué le mouvement. Et maintenant, les jeunes, ils reviennent avec, cette envie finalement de faire la guerre aux uns et aux autres, tout en sachant conflit armé, il y a le viol est utilisé comme arme de guerre. Il y a des enfants aussi qui naissent de ces viols et qui, eux, c'est clair, ont des problèmes aussi à s'intégrer. Et c'est vrai que ça, c'est un problème gigantesque. C'est un problème qui mériterait presque d'être une étude en elle-même. C'est-à-dire ces mélanges ethniques, finalement, ces mélanges communautaires. Selon la façon dont ils arrivent, ça se passe plus ou moins bien. Mais à terme, moi, je regarde le modèle en Côte d'Ivoire et je me dis que peut-être c'est une solution pour l'Afrique, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus de gens qui se marient les uns avec les autres, quelle que soit finalement, on pourrait dire, leur religion, même si c'est plus compliqué quand c'est la religion, ou leur origine communautaire. Et
ça permet quelque part, comment dire, quand les gens sont mariés les uns avec les autres, quand ils ont des enfants les uns avec les autres, ben et je veux dire, ils regardent peut-être le monde de façon un peu différente, plutôt que de regarder l'autre comme un étranger ou un ennemi, mais plutôt comme une partie quelque part de sa famille. Voilà, c'est ce que j'ai à poser comme point d'étude, peut-être qui serait intéressant d'explorer dans le futur. Parce que c'est vrai que sur l'instant T, quand on se retrouve avec des populations complètement distinctes, puis qui commencent à avoir des mariages ou des enfants entre ces populations, c'est un petit peu à la frange finalement et ça perturbe. Quand ça devient vraiment un mouvement communautaire, là, ça devient, plutôt, comment dire? Une façon de construire la société et cette façon de construire la société, peut-être que, moi, je pense que c'est une piste pour la paix. Parce que garder des communautés, comment dire? Qui ne se mélangent pas finalement, les unes à côté des autres, c'est potentiellement dans l'avenir se retrouver avec des situations finalement de conflits et des conflits qui quelquefois vont très loin, en particulier dans les régions du monde qui sont, ben, celles où tu es Joëlla, hein, du Sud Kivu, au Nord Kivu, Ituri, ça fait quand même partie des régions les plus violentes au monde où les gens finalement, quand ils prennent les transports, ils sont pas sûrs de rentrer à la maison, hein. Donc voilà. Donc je te laisse la parole, Joëlla. Les problèmes réels, nous sommes de travailler sur le mariage entre les jeunes de toutes les communautés, que ce soit au niveau de la région du Grand Lac, on est en train de favoriser le mariage intercommunautaire, surtout entre les problèmes entre, par exemple, les communautés vers Fizi, le Dengue et les gens d'Ouvira, tout ça, il y a le problème qui existe. Mais nous sommes en train d'encourager les jeunes de ne pas s'introduire dans nos aïeux, mais essayer de voir comment se marier entre eux pour qu'il puisse y avoir de la paix, parce que les gens cohabitent, se marient en eux, ça fait sorte que la solution à des problèmes, la paix peut venir parce que les gens se sont mariés. Ils ont mis des enfants. Mais le problème, c'est ça. Ce sont les jeunes qui sont en train de se brosser entre eux. Ils ne se connaissent pas. Quand tu demandes à la fille quel est le père de cet enfant, elle ne connaît pas. C'est un grand problème. Enfant-là, est-ce que c'est un Congolais? On ne sait pas. Est-ce que c'est un bout? On ne sait pas. Donc, c'est un problème qui commence à prendre une ampleur au niveau de la province. Et surtout que, bon, je ne peux pas... Il n'y a pas vraiment quelque chose au niveau gouvernemental qui permet de stopper ça. Unis. Et quelqu'un qui peut mettre en fond dans cette question-là, il risque même d'avoir des problèmes de sécurité parce que entrer dans le des gens, tu vois. Donc, c'est une question qui est très sensible hein, et il faudra voir quels sont les mécanismes, quels sont les qu'il faudra mener en fait de proposer des solutions réalistes sur le terrain. C'est vraiment ça ma proposition. Question de faire une étude approfondie, peut-être même des documentaires assez où on pose des questions à ces femmes, ou bien ces jeunes hommes-là qui s'accouplent avec nos voisins, avec qui nous vivons bien, mais avec le temps qui va passer, la longueur du temps, je suis sûre que c'est un problème qui va être un peu réel et que même les grands lacs ne seront pas gérés. Ok, ben, ça c'est très bien. Ça aussi, c'est une nouvelle approche. Hein. Pour moi, ça me donne des idées. Loin pour moi d'encourager la dépravation de nos mœurs, de nos sociétés, de nos communautés. Mais c'est une des solutions de l'acceptation, c'est-à-dire c'est le mélange à travers voilà, les relations interpersonnelles, le mariage, le fait d'avoir des enfants, etc. Si ça permet, c'est-à-dire aux communautés de se connecter, de se parler, de s'accepter, etc., etc. Bon, ça, si ça contribue à le faire, ce n'est pas que c'est l'élément principal, mais si ça contribue à le faire, ça a résolu beaucoup de problèmes, pas mal de problèmes, de différences aussi qui était basé sur des considérations culturelles dans notre zone ici.
où il y avait les sociétés étaient organisées entre les castes, les nobles, etc. Donc, ce qui a fait que, bon, maintenant, les gens ne se posent, ou alors se posent très peu des questions de qui est de telle classe sociale, qui est caste, qui est noble, qui est ceci, qui est cela. Puisqu'on sait que, bon, le brassage est allé vraiment très, très loin de ce côté-là. Ça fait que, voilà, les communautés sont obligées, voilà, de s'accepter, de se parler, voilà, de s'entremêler et au bout de s'entraider. Donc, si aussi ça fait partie d'un élément qui peut être tabou aujourd'hui, mais qu'on peut quand même voir que ça peut contribuer à apaiser les tensions entre les communautés, c'est quelque chose de bien en ce sens. Voilà, Madame Virginie, une dernière chose avant qu'on remercie vraiment les intervenants ici qui ont fait un partage des expériences. On a appris des choses extrêmement intéressantes et vraiment qui nous permettront de, voilà, de réveiller peut-être un débat international à travers ça, puisqu'il y a des idées extrêmement intéressantes et importantes qui sont sorties durant les interventions. Dans Virginie. Alors nous, c'est clair que cette journée, c'est une journée donc autour du réfugié, hein, mais pour nous, c'est une première d'une série qu'on va donc aujourd'hui, c'était quelque chose, on abordait de façon, je dirais, générale les sujets en fait qui se posent hein, dans les différentes thématiques. Et dans les mois à venir, on va proposer des conférences plus poussées, des dialogues, des débats plus poussés entre les gens qui s'intéressent à ces sujets pour essayer de faire avancer aussi les choses. On aborde là, sur cette journée, je pense, pas mal de sujets qui ne sont pas abordés dans d'autres organisations. Donc, je trouve que c'est intéressant, ça ouvre d'autres perspectives et ça mérite aussi, dans ce cas-là, de s'y pencher plus précisément et de voir, nous, c'est clair qu'on met en place des réseaux Angels. Hein. Je ne sais pas, Joëlla, tu n'étais peut-être pas là quand on en a parlé, mais nous, en fait, notre spécialité, c'est de créer des réseaux d'entraide entre les gens, entre des gens de bonne volonté qui créent ensemble un réseau et qui viennent aider la communauté à trouver des solutions. Parce que comme ce sont des gens qui aident les gens, ils sont reconnus, les gens ont confiance en eux. Et pour nous, la base, c'est créer un réseau de confiance qui va permettre d'évaluer des besoins ou des problèmes et de trouver des solutions. Et on travaille avec les organisations locales, en fait, et avec soit des individus, soit des organisations, pour essayer de trouver des solutions pour des communautés de victimes. Comment dire, et dans les communautés de victimes, il y a des réfugiés, il y a des familles, il y a des enfants. On parlait tout à l'heure des enfants lors de l'évacuation de Goma qui s'est extrêmement bien passée, je le précise, parce qu'on a été vraiment impressionnés. Les gens se sont auto-déplacés tout seuls. Par contre, ils ont perdu beaucoup d'enfants en route parce que c'est clair que courir au trot, parce que c'était que ça, hein, c'était courir carrément vers la frontière rwandaise, hein, c'était ça. Et si on a 3-4 enfants en bas âge, c'est compliqué d'être sûr d'arriver à bon port avec tous les enfants avec soi. Mais par contre, moi, j'étais vraiment impressionnée par ces images. On avait parlé aussi des auto-évacuations, de ce qui se passait, tu te souviens, dans Niambélé, des communautés de femmes où les hommes ont été tués, les garçons ont été tués, puis elles se sont toutes déplacées comme ça par milliers d'une zone à l'autre pour pouvoir échapper en fait à la maltraitance. Absolument. Voire au meurtre, hein, parce que je veux dire, c'est ce qui est sous-jacent. Et elles se sont déplacées comme ça, hop, un jour elles ont décidé, puis elles ont toutes bougé comme ça d'un coup, et elles ont fait je sais pas combien de centaines, enfin je sais pas combien de kilomètres, mais c'était une très grande route, et pour pouvoir se mettre elles-mêmes en sécurité. Je crois que c'est aussi une grande force pour moi de l'Afrique. C'est, comment dire? C'est la gestion de groupe, c'est la gestion, comment dire? C'est une sorte d'intelligence collective de groupe. Voilà, C'est tout ça. à l'heure je ne sais plus dans quelle conférence on disait, ça avait été évoqué le fait qu'on disait que c'est Sabourin sur la première conférence qui disait: «Ah mais moi on m'a dit l'Afrique est désorganisée, ils ne savent pas s'organiser» et cetera. C'est pas vrai.
Il faut juste voir qu'il y a d'autres façons de faire que la façon occidentale et qu'il faut aussi gérer son identité par rapport à ça. Et moi, par contre, je suis vraiment fière de voir des organisations qui gèrent des jeunes qui finalement sont ouverts à d'autres idées que leurs parents et qui vont faire la paix. Et ça, je trouve ça génial. Parce que c'est ces jeunes-là qui vont construire l'Afrique de demain. Parce que leurs parents, au bout d'un moment, ils vont devenir vieux, puis ils seront plus là, puis eux, ils seront là et puis ils auront capacité à prendre des décisions pour leur communauté. Et c'est très bien de pouvoir leur montrer des exemples, parce qu'on parlait aussi de l'exemple qui est important, montrer des exemples bienveillants, des exemples, parce que je veux dire que si on prend pas soin de, on ne prend pas soin de son voisin, en réalité, on ne prend pas soin de soi. Donc, c'est Absolument. important de prendre soin de l'autre si on veut que l'autre prenne soin de soi. C'est vraiment la base de la, comment dire, de la résilience, de la bienveillance communautaire. C'est vraiment de se dire, on fait tous partie d'un ensemble, on est tous des individus, mais on fait partie d'un ensemble. Et si on va pas bien et que l'ensemble va bien, ben, l'ensemble finalement va pas bien. Et si l'ensemble va pas bien et que nous on va bien, ben, ça va pas non plus. Il faut trouver un bon équilibre entre tout ça. Voilà. Et je pense que c'est vrai que vous avez tous des sujets très graves sur le terrain, très complexes. Et si on arrive à dénouer les nœuds de complexité un à un, au bout d'un moment, on arrive à avoir des situations qui sont fluides et où les gens arrivent à vivre en paix de façon tranquille les uns avec les autres. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des gens autour qui ont intérêt à ce que les gens se montent les uns contre les autres. Et là, je vais vous parler du modèle de la Côte d'Ivoire qui s'est passé aux dernières élections, où ça faisait 3 décennies qu'à chaque nouvel changement de président, en fait, il y avait une guerre civile parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et en fait, c'était les politiques qui montaient les gens les uns avec les autres. Et aux dernières élections, les gens ne sont pas allés voter parce qu'ils ont bien compris qu'ils n'étaient pas impliqués, ils ne voulaient pas rentrer dans des guerres. Et donc, le taux des votations était extrêmement bas parce que les gens n'ont pas voulu s'impliquer ou être impliqués dans des débats politiques qui finalement ne les regardent pas. Et ça, j'ai trouvé ça très bien parce que, pour une fois, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être d'autres façons de faire. Alors, c'est clair qu'ils ne sont pas allés voter, ils n'ont pas élu leur président, ils ont pas, mais quelque part, ils sont en vie. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que si on est en Absolument. vie, on peut faire quelque chose. Si on est mort, Oui. on ne peut plus rien faire. Voilà. Absolument. Vraiment, merci beaucoup. Surtout cette partie qui montre comment vraiment les communautés commencent à prendre conscience de l'enjeu de tout ça. C'est déjà quelque chose d'extrêmement important, surtout à maintenir. Et Joëlla voulait parler encore une fois, la main levée. En fait, je voulais parler des faits que Virginie vient de toucher. Oui. La responsabilité de la jeunesse pour l'avènement de la paix, la sécurité sociale et la cohésion sociale au niveau de la communauté. C'est très, très, très capital, surtout ici au site Kivu, où nous avons un accru de déplacés, de réfugiés, soit de Goma, soit du Rwanda, du Burundi. Oui. Malheureusement, les niveaux politiques ne permettent pas assez que la contribuer à l'avènement de cette cohésion sociale. Aujourd'hui, je peux dire que la population du site Kivu est à plus de 80% constituée par des jeunes. La majorité des jeunes sont attentistes. Ils ne connaissent pas les rapports au niveau de la communauté. Les jeunes ne sont pas unis, ne sont pas responsabilisés, que ce soit plus minime au niveau de la communauté. La majorité des fois, les jeunes sont ici d'entreprise. Les jeunes ne savent même pas entreprendre. Question de savoir quelles sont les responsabilités qu'ils peuvent demander au gouvernement, les responsabilités qui peuvent être au niveau de la vie de beaucoup. Surtout au niveau même des territoires. Ici, dans les catastrophiques, maintenant, il faut entrer à l'intérieur dans des territoires pour voir l'état même des jeunes qui sont là. C'est pourquoi on va remarquer beaucoup de jeunes, de toutes les nationalités, là qui sont originaires, quand on parle de la question de Congolais,
pas seulement les Congolais d'origine, tous celui qui se trouve jeune au niveau ne savent pas comment contribuer, même au niveau de son quartier, au niveau de son ami. Donc, le combat là-dedans, là, je suis en tant que président du Conseil de la jeunesse, c'est de comment est-ce que la jeunesse elle-même peut être consciente de la force qu'elle détient. Parce que notre jeunesse ici, ce qui vous ne connaissent pas qu'elle est une force et qu'elle peut changer, surtout qu'elle constitue une majorité de la population au niveau de Provence. Et là, si je peux essayer d'entrer en question des réfugiés, c'est un aspect que j'ai oublié. L'année dernière, j'étais dans une réunion de sécurité dans une des quartiers dans la ville de Bukavu. Et vous allez remarquer que c'était la chose qui était à la une. Les chefs de quartier, les autres de la communauté sont en train de dire que ce sont des réfugiés burundais qui sont en train de sécuriser, de mettre l'insécurité ici chez nous. Et c'est grave, ça peut dégénérer. Et ça, vous allez remarquer que beaucoup de jeunes ne savent pas comment contribuer à ce niveau pour pouvoir apporter la cohésion dans la communauté partout. Nous sommes en train de se démener comme le diable dans l'eau bénite, voir comment est-ce que les jeunes sont responsabilisés au plus bas de l'échelle. Ils s'appellent les Nyumbakumi, responsables de 10 maisons, pour qu'ils mettent leurs activités, qu'ils coordonnent les activités dans le niveau au niveau de Nyumbakumi, des 10 maisons d'avenir. Peut-être que même la sécurité, même la paix, même la cohésion sociale, ça peut être, ça peut espérer à ce que ça puisse venir dans les jours à venir. Il y a aussi les grands problèmes qui concernent la jeunesse. C'est ailleurs, c'est effectif, hein, parce que j'ai déjà voyagé quand même dans certains pays, dans certaines d'autres provinces. Les espaces des jeunes où ils peuvent se rencontrer, participer, ça n'existe pas. Ça n'existe pas aussi. Ça n'existe pas. Il y a ceux-là qui existent, mais ils sont en train d'être spoliés. Soit ils sont en train d'être vendus, ou bien ils ne sont pas amenés à trouver un endroit propice pour toutes les toutes les personnes réfugiées, déplacées, peuvent se rencontrer, changer, parler de la cause sociale, parler de la paix. Et c'est par arme notre élite dans laquelle nous sommes. Nous sommes en train de faire le plaidoyer à tous les niveaux. On peut avoir des gens qui peuvent nous accompagner dans ces secteurs-là. Merci, Joëlla. Donc, je pense qu'on a fait le tour des choses. Tu voulais nous montrer quelque chose, Nyambele? Oui, non, mais c'était une image en lien avec ce qu'il disait, mais on peut avancer. Qui parle des communautés enfants, jeunes, vieilles personnes, etc. Donc, qui étaient obligés de se déplacer. Ouais, c'est vrai que ça a été compliqué comment dire, c'est toujours compliqué d'évacuer aussi bien les jeunes que les anciens. C'est ça parlait un peu de ça. Je voulais montrer cette image qui expliquait plus ou moins voilà, les relations qu'ils avaient avec les communautés d'accueil, pour montrer un peu la différence, surtout le rôle que la jeunesse avait joué à leur accueil. C'est pour cela que Virginie l'avait dit, l'initiative des jeunes est à saluer, en fait, en ce sens, puisque ça fait qu'il y a un changement en tout cas, il y a une évolution de mentalité par rapport à ça entre les communautés. Avant, les parents avaient d'autres appréhensions donc, sur les relations intercommunautaires, mais aujourd'hui, les jeunes commencent à avoir plus d'ouverture, plus voilà, une autre idée des relations entre les communautés. C'est pourquoi lorsque les populations se déplacent massivement, par exemple du Mali, donc d'une communauté totalement différente avec une peau un peu plus blanche, qui ont une habitude de Sahéliens, qui n'ont pas l'habitude voilà, de villes qui les accueillent, etc.
mais que les gens quand même ouvrent les bras, les accueillent, essaient de les rassurer, même avant les services de l'État, avant les services des organismes internationaux, etc. Donc, entre populations, ils s'organisent, les jeunes se mobilisent, se mettent à contribution pour pouvoir apporter leur soutien le temps que voilà, les gens puissent avoir l'esprit un peu, retrouver leur esprit, avoir un état beaucoup plus stable, calme, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à louer. Et de l'autre côté, on parlait aussi du plaidoyer. Je pense que le plaidoyer doit aller même, c'est-à-dire le plaidoyer doit être beaucoup plus actif, interpeller et les États, les autorités. On sait qu'ils sont assaillis, envahis par des problèmes, tout est urgent, mais il faut que la communauté internationale s'implique très fortement, s'implique. Regarde la situation de ces familles qui sont en détresse, qui sont en détresse. La détresse peut se transformer en cauchemar lorsqu'ils n'ont pas d'aide en face, lorsqu'il n'y a pas d'alternative en face, lorsqu'il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de main tendue en face. Donc, la situation peut s'envenimer dans ce contexte. Mais lorsqu'il y a une aide et que l'aide ne soit pas de nature à créer la dépendance, ça, franchement, c'est ça qui permet de reconstituer la dignité perdue du fait du déplacement. Ça fait qu'on retrouve l'identité qu'on aurait pu perdre et le fait du déplacement, puisqu'on se déplace de sa zone de résidence, de sa zone naturelle de vie, et pour aller voilà, s'adapter dans une autre zone, dans un autre environnement, essayer d'accepter, etc. L'acceptation, c'est des deux côtés, puisque même les personnes déplacées vraiment font des efforts pour accepter les mains tendues des communautés qui les accueillent. Ils se mettent à leur niveau, se mettent à leur école, se mettent à leur voilà, disposition pour que l'aide puisse être beaucoup plus profitable, même si ce n'est pas quelque chose de... Voilà, les communautés ne donnent pas de l'argent, n'amènent pas, voilà, mais ils ont, s'il y a un sachet de cacahuètes, ils se partagent. S'il y a un hangar de quelqu'un là-bas, on peut dire, OK, les gens peuvent dormir là. Souvent, c'est organisé même, c'est les enfants et les femmes et les personnes âgées qui sont les plus mises en avant quand il s'agit d'aide. Et de part et d'autre, les gens acceptent cela. Donc, il y a une forme d'organisation extrêmement solide entre les réfugiés eux-mêmes. Ils sont obligés de se mettre à l'abri, mais il y a aussi une forme d'organisation des communautés qui les accueillent pour essayer de les mettre voilà, à l'aise, de les donner une stabilité psychologique, sociale, etc. etc., etc. Ça, c'est des choses, toujours comme je l'ai dit, à base, approche communautaire. C'est extrêmement fort, important. Cela ne veut pas dire que les apports institutionnels ne sont pas importants. C'est toujours important, mais ils ont aussi une certaine limite qui fait que tout le monde n'a pas ce privilège de bénéficier de l'aide des organisations, aide institutionnelle des organisations, etc. Donc, voilà en quelque sorte ce que je voulais dire pour encourager et remercier nos invités, Monsieur Claude François Ouedraogo, Monsieur, il est parti du Cameroun, mais Joëlla surtout pour avoir partagé cette expérience extrêmement riche. Vraiment, merci beaucoup. Et voilà, je pense que le brassage est sur le point de se réaliser puisque voilà, Claude François, il est là, il écoute, il a écouté vos expériences, vous êtes là, vous avez plus ou moins écouté ce que lui, il avait dit. Il y a une chance que voilà, on puisse mettre voilà, juste le lien pour que le partage d'expériences puisse amener à évoluer dans nos approches, chacun de son côté. Pourquoi pas éventuellement avoir une voilà, organisation panafricaine qui apporte une solution, sa solution, c'est-à-dire son approche, donc qui est différente un peu de ce que nous connaissons, qui est plus ou moins très classique et qui a montré certaines limites aussi. Bon. Voilà.
Je voulais juste rajouter aussi quelque chose qui se passe en ce moment avec le Covid. En fait, les gouvernements et les continents sont en train de se séparer. Il est de plus en plus compliqué d'envoyer de l'argent de donation sur l'Afrique. Et donc, je pense qu'il est aussi urgent pour aider les organisations locales et même internationales de commencer à penser à créer un fonds panafricain d'entraide et en particulier climatique. Donc, je m'adresse à Monsieur Bédé, voilà, à Monsieur Nin Ganza, parce que il y a de plus en plus de catastrophes naturelles qui vont arriver. Il y a de moins en moins d'argent parce que les donateurs à travers le monde étaient des petits donateurs qui, avec le Covid, sont en train de tomber financièrement. Donc, il y a de moins en moins de fonds. Des grands fonds internationaux, oui, mais les petits fonds qui alimentaient les ONG, les grosses ONG, il y en a de moins en moins. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a une répartition nouvelle géographique des fonds d'entraide qui se passe maintenant. Et ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut réagir pour créer des fonds d'entraide panafricains. Et de la même façon qu'il faut créer un fonds d'entraide panaméricain, pan-Sud-América, etc. Parce que simplement, le monde est en train de se partitionner maintenant en plusieurs parties. Donc ça, c'est quelque chose auquel peu de gens sont conscients, mais nous, on commence à s'en rendre compte. Et ça veut dire que l'entraide sera de plus en plus réduite, d'autant plus que les aides sont envoyées directement au gouvernement. Et quelquefois, les aides n'arrivent pas forcément sur le terrain quand elles sont arrivées dans certains gouvernements. Donc, je pense que ça serait bien de créer un organisme international indépendant, je dis bien indépendant, des gouvernements et qui soit dédié à l'aide, à l'entraide panafricaine. Je pense que c'est quelque chose qui est urgent et qu'il faut penser maintenant parce que ça, quand on sera face à un mur ou d'un seul coup il y aura des blocages, eh ben, ça sera trop tard. Et puis, il y aura beaucoup de gens en difficulté entre deux. Donc, je pense qu'au niveau climatique, d'autant plus que les problèmes climatiques, si on parle juste du climat, sont liés sont à la charge de chaque gouvernement. Il y a très longtemps, j'avais émis l'idée d'une assurance internationale climatique. Donc, on en avait parlé au niveau d'une conférence à Genève autour du climat avec le grand organisme qui supervise le climat, je ne sais plus le nom. Et il m'a dit, ouais, c'est pas inintéressant comme idée, mais c'est vrai que c'est pas une idée qui a fait son chemin au niveau des gouvernements parce qu'ils s'auto-assurent. Mais par contre, je veux dire, quand vous avez sur la planète X gouvernements et qu'il y en a peut-être 3 sur les X gouvernements qui sont en difficulté, si chacun met un peu d'argent sur un fonds d'assurance globale, eh ben, on ne se pose pas la question de savoir quelle est la raison politique, est-ce qu'il faut donner des fonds à celui-là, il n'y a pas d'implication parce que dans ce cas-là, c'est un système d'assurance. Je veux dire, les gens sont assurés pour une catastrophe naturelle, ils le sont. Et on ne se pose pas la question de leur origine, de leur conviction politique ou autre. Voilà. Oui, merci beaucoup pour l'idée. Merci encore beaucoup pour l'idée. C'est-à-dire, il faut constituer un fonds d'entraide panafricain. Un fonds qui va prendre sa source sur les prélèvements, sur les matières premières qui quittent l'Afrique, qui vont ailleurs. Donc, il y a aussi un peu de douane taxe sur les entreprises, etc., qui viennent s'implanter, etc. Il faut que, voilà, on essaie de penser à quelque chose comme ça. Ça, c'est la situation idéale, mais dans le contexte économique actuel, je pense qu'il faut chercher ailleurs. Et en particulier, moi, je pensais plutôt aux jeunes innovateurs qui sont en train de monter en Afrique, aux jeunes millionnaires qui sont en train de devenir millionnaires en Afrique, parce qu'il y en a qui sont en train de devenir millionnaires, j'en connais quelques-uns. Oui. Et il faut les sensibiliser au fait de faire des donations. Peut-être des donations automatiques sur ça c'est une possibilité, c'est des pistes qui sont à ouvrir, mais moi je n'irais pas toucher aux anciens systèmes existants parce que si on va les chatouiller, je pense qu'on risque d'avoir quelque chose, un sacré boomerang. Donc je pense qu'il faut mieux créer avec les richesses qui sont en train de monter et après les anciens viendront rejoindre l'ensemble. Mais je n'irai pas m'attaquer directement au système existant parce que je pense qu'il y a beaucoup trop d'implications qui nous échappent et qui peut-être auraient des impacts un petit peu dangereux. Voilà. Mais par contre, avec les jeunes qui montent, parce qu'il y a aussi une économie qui monte, en particulier autour de l'innovation,
là, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et acceptable par ces personnes qui en général, ben, si elles ont un métier, c'est parce que leur famille ou leur communauté les ont aidées. Mais en général, il y a toujours l'envie de donner un retour, en fait, à cette richesse qu'ils ont, qui est issue finalement de la communauté qui les a aidés. Voilà. En tout cas, la mise en place de ce fonds, c'est ça l'essentiel, c'est extrêmement important d'avoir ce fonds, donc il permet de faire face à donc des situations d'urgence, voilà, et comme ça, comme les changements climatiques, etc. Et que ces fonds soient directement liés aux Africains, basés en Afrique et qui doivent répondre aux problèmes des Africains. Ça, je pense, malheureusement, si on pouvait faire un fonds international indépendant, on le ferait. C'est simplement qu'actuellement, on a un problème qui arrive, c'est finalement la limitation géographique, déjà dans les transferts de flux financiers, et puis l'intérêt d'une communauté à aider sa communauté. Voilà. Monsieur Ninganza a quelque chose à dire. Il faut ouvrir le micro. Oui, merci. Oui, le micro est ouvert. Merci. Par rapport à la formation d'un fonds international commun pour aider les cas d'urgence, là, je me dis qu'il faut d'abord faire régionalement parce que tous les pays n'ont pas les mêmes besoins. Et même au sein des mêmes régions, il n'y a pas les mêmes besoins. Parce que, par exemple, ici, chez nous, nous avons camp d'urgence pour les réfugiés climatiques, pas la montée des eaux. Il y a d'autres régions, par exemple, ici au Congo, dans l'éruption volcanique. Il y a d'autres régions qui nécessitent l'effondrement des terres. C'est des catastrophes naturelles comme ça. Donc, il faut qu'il y ait d'abord des petits groupes, je pense, des petits groupes au niveau régional, ou bien entre 2-3 pays, par exemple le CPG, de Burundi, Congo, Rwanda peut-être, et puis Tanzanie, Ouganda et Kenya, par exemple, supposons, et puis qu'il y ait des leaders régionaux, surtout innovants, qui sont des leaders, autrement dit, qui peuvent guider les autres. Dans ce cas aussi, nous avons un défi parce que les jeunes d'aujourd'hui, surtout au Burundi, au Congo et même au Rwanda, en général, les jeunes n'ont pas des histoires entrepreneuriales. Il faut d'abord qu'ils apprennent l'entrepreneuriat et avoir une vision patriotique pour aider ses compatriotes. Ça, c'est un. 2, il faut avoir un de travail. Un de travail, c'est-à-dire qu'il faut préparer le pensée psychologique, savoir pourquoi je fais ceci, où est-ce que je veux arriver, qu'est-ce que je peux amener et qu'est-ce que je peux contribuer pour combattre à la pauvreté, combattre au sous-développement, combattre à la domination dans ce système par rapport à la mondialisation. Autrement dit, pour le moment, il faut, pour arriver, il faut de petits foyers. Enfin, en informatique, on dit MAN, LAN, et puis dans quelque chose qui est gros, métropolitain, pour dire qu'il faut avoir de petits groupes au niveau régional peut-être, au niveau de 3 pays, au niveau régional et au niveau africain peut-être, au niveau entre les organisations connues. Dans ce cas, il doit y avoir des formations préalables pour voir comment guider ces jeunes qui se veulent leaders à pouvoir gérer les petits fonds, je ne sais pas, qui vont aider les autres en danger avec les zones en aléa plus grave par rapport aux autres. Merci. Merci beaucoup. Virginie, le micro est fermé. Oui, non, c'est tout à fait clair. Nous, on est dans cette optique-là, c'est-à-dire faire du bottom-up, comme on dit, pas du bottom-down, je ne sais plus comment on dit ça, c'est-à-dire partir de la base et puis structurer la base, mais interlier les gens, parce que si ces petits groupes sont indépendants et ont chacun des mouvements différents, ça va faire des clans différents. Donc, il faut qu'ils soient liés par une même, comment dire, peut-être des mêmes outils
des mêmes outils d'apprentissage, par exemple, ou de communication, ou qui puissent dialoguer ensemble. Et dialoguer pour travailler ensemble et pas juste chercher la solution juste dans leur coin. Nous, c'est ce qu'on propose chez nous. Nous, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on a des communautés qui sont dans plein de pays d'Afrique et puis on a une stratégie globale. Ça, c'est une chose, c'est pour l'ensemble. Mais on demande à ce que chaque pays ait des stratégies locales d'entraide, c'est-à-dire soit ancrées sur le terrain. Parce que si on a une stratégie juste globale et qu'on n'est pas ancré sur le terrain, c'est de la théorie, c'est du vent. Tandis que si on part du local, et puis, mais qu'on essaie d'avoir quelque part une philosophie commune au niveau local, dans ce cas-là, je dirais, on trouve comment dire, des solutions ensemble et des solutions qui sont inclusives et qui permettent aussi de travailler avec le panafricain, ça ouvre aussi à d'autres cultures. Par exemple, chez nous, on a travaillé longtemps, on travaille avec la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, quand vous travaillez en équipe avec des Guinéens, vous vous apercevez très vite qu'ils n'ont rien à voir avec des Sénégalais. Pourquoi? Parce que les Sénégalais, ils ont l'habitude de travailler avec plein de gens différents. Ils sont ouverts à de multiples cultures, ce qui n'est absolument pas le cas pour des gens qui sont en Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, c'est le dernier pays qui s'est ouvert à l'Occident. Donc ça veut dire qu'ils sont restés dans leurs frontières jusqu'à la dernière minute. Et donc, ils sont restés dans leur système de pensée, leur système de fonctionnement qui est très communautaire, qui est très, je dirais, qui ne fonctionne pas du tout selon le système hiérarchique, mais plutôt le système matriarcal, plutôt le système de cercle, par exemple. Et ce qui fait que quand nous, on est arrivé avec nos formations en gestion de projet, eh ben, on s'est retrouvé face à des gens, quand on les prenait un à un, ils étaient très gentils, très sympathiques. Quand on les prenait en groupe, eh ben, ils ne vous parlaient pas du tout. Ils étaient muets parce qu'il y avait une sorte de cohésion de groupe et c'était tout à fait impressionnant. Et moi, il m'a fallu quand même 3-4 ans pour comprendre leur fonctionnement. Maintenant, je sais pourquoi, donc voilà. Mais c'est surtout, c'est l'histoire qui a fait ça. C'est le fonctionnement qui est resté, comment dire, d'origine, qui n'a pas du tout été brassé avec d'autres types de fonctionnement. Et ce qui veut dire que c'est super important pour moi que ces groupes ne restent pas juste en national ou en local, mais ces groupes puissent aller dialoguer avec ce qui se passe avec le voisin et qu'ils puissent dialoguer avec des pays qui sont 1000, 2000, 3000, 4000 kilomètres plus loin, le plus loin possible, pour s'ouvrir aussi l'esprit, pour comprendre qu'il y a d'autres façons de penser, d'autres façons de faire, parce qu'un mouvement qui a pour objectif à terme d'être panafricain, il faut qu'il s'ouvre à tout le monde et qu'il soit tolérant et qu'il comprenne la différence. Parce qu'on ne demande pas d'intégrer la différence de l'autre, mais déjà de la comprendre. Il y a des cultures où vous regardez les gens dans les yeux. Il y a des cultures où vous ne regardez pas les gens dans les yeux. En Europe, quelqu'un qui vient avec une culture où on ne regarde pas les gens dans les yeux, on pense que c'est quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Donc cette personne, elle va avoir beaucoup, beaucoup de mal à s'intégrer parce que tous les gens autour de lui vont dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, il est bizarre, il n'est pas net, etc. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si on sait qu'en fait, c'est juste sa culture, c'est juste parce qu'il respecte les gens qui ne les regardent pas dans les yeux, alors là, on ouvre un champ différent du possible. Et c'est pour ça que c'est super important de faire des travaux collectifs et puis qu'à la limite, s'il y a des grandes décisions stratégiques, il faut les faire en cercle avec tous les pays ensemble et puis c'est une votation ensemble, par exemple. Ou alors si c'est un problème local, dans ce cas-là, c'est une décision locale. Mais je pense que c'est très important de travailler en intelligence collective sur ce genre de projet pour que ça ait des bases solides et qu'après, quand ça va se structurer, qu'à un moment donné, ça arrive au niveau panafricain ou autre, c'est une logique. Il y a des gens derrière, il y a des volontés et ce n'est pas juste une idée qui est là et puis qu'on peut balayer parce que l'idée, c'est justement que ça reste et que ça vienne aider les gens de façon, comment dire, conséquente, en particulier pour tout ce qui est problème climatique parce qu'on sait qu'on n'en est qu'au début, mais vraiment qu'au tout début. Donc ça veut dire que dans 10 ans, si on se reparle là tous ensemble, on risque de se retrouver, à devoir s'occuper de très grandes communautés de réfugiés, de victimes, ou autres climatiques, et est-ce qu'on leur trouvera des solutions ou pas? C'est là où réside la clé de la solution, c'est que si ces petits groupes travaillent ensemble en intelligence, ils vont trouver plus facilement des solutions que s'ils travaillent tout seuls dans leur coin. Voilà.
Et l'idée pour moi d'une Perfecto. assurance, c'est qu'en fait, c'est une solidarité globale et plus il y a de monde assuré et plus il y a de gens qui sont bien indemnisés. C'est ça le truc. Absolument bien tracé. Il y a Joëlla qui veut toujours intervenir. Oui. Ah oui, je voulais renchérir l'idée de Virginie par la Joëlla, mise juste, en place. excuse-moi. Joëlla, est-ce que tu peux juste éteindre ton image? Parce que si tu éteins l'image, on t'entendra vachement mieux. Juste éteins l'image, le son, il sera vachement mieux. Là, c'est Vas-y. bon? Ah, nickel, impeccable. D'accord. Je voulais aborder le même sens des créations d'un fonds qui pourra faciliter cette intervention, surtout concernant les jeunes. La problématique là de la participation des jeunes à des travaux ou bien à l'économie au niveau provincial, ou bien si je peux parler par exemple de la paix, ça demande vraiment d'abord le travail d'utilisation. Nos politiques internes ne permettent pas aux jeunes de contribuer avec l'énergie dans l'unité pour pouvoir apporter des solutions au niveau communautaire. Et c'est pour que le conflit existe au niveau de la région des Grands Lacs. Tous, la politique, c'est vouloir apporter leurs contributions à tout. La politique dit non, il faut d'abord que vous soit de mon côté, du côté de l'autre, pour que je puisse arriver à mes fins, au détriment de cette jeunesse-là. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est l'aspect-là de l'unité au sein de la jeunesse. Mettre d'abord la jeunesse ensemble. Conscientiser la jeunesse afin qu'elle puisse comprendre qu'est l'unité, qu'il peut apporter leur contribution, même, mais aussi au niveau du gouvernement, au niveau de la région, au niveau continent. Et là, ça pourra nous faciliter tous de pouvoir apporter aussi notre contribution pour pouvoir essayer de responsabiliser la jeunesse à tous les niveaux, à toutes les instances. Donc, on travaille, parce que comme notre collègue l'a dit, les jeunes, il faudra appuyer la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'entreprise, surtout ici au Congo, il n'y a pas des entreprises. Les services qui règnent aujourd'hui, c'est l'État, les ONG, et tous les jeunes pensent que pour avancer, il faut se trouver au pratique, il faut se trouver au niveau des ONG. Pourtant, les secteurs qui est plus avantagé, c'est les secteurs agricoles, entrepreneuriat, les secteurs d'élevage, tout ça. C'est l'entrepreneuriat qui peut faire développer le pays, qui peut même faire en sorte que les jeunes ne puissent pas être au chômage. Et donc, la première question, la problématique à résoudre, c'est la sensibilisation, la conscientisation elle-même pour qu'elle puisse travailler dans l'unité comme Virginie vient de le dire. Et puis après, il faudra maintenant les appuyer avec des petites unités de transformation, des petites unités d'entreprise, afin qu'elles puissent prendre en charge au niveau communautaire. Il faudra souligner aussi qu'il y a existence de certains jeunes qui se donnent aux activités entrepreneuriales, pas seulement dans la ville de Bukavu, mais dans d'autres, même dans les territoires. Mais vous allez remarquer que les jeunes qui n'ont pas de travail, les jeunes qui n'ont pas de fonds, n'ont pas de garantie, ils ne peuvent pas accéder au crédit pour pouvoir implémenter tous les niveaux. Parce qu'ils n'ont pas de fonds, ils n'ont pas de postes, ils ne sont pas responsabilisés. Bon, c'est là que je voulais intervenir pour essayer de renchérir de Virginie. Absolument intéressant. Vraiment, ça montre la vivacité de la jeunesse. Ça montre que voilà, on est déterminé à apporter quand même notre soutien, à proposer nos solutions qu'on a. C'est qu'on ne manque pas, mais c'est souvent qu'on n'est pas bien compris ou alors qu'on n'est pas très bien, alors ce n'est pas très bien pris dans les débats à certains niveaux. Ça, franchement, ça encourage, ça montre qu'il y a de l'espoir encore. Madame Virginie, si vous permettez, il y a Roda qui vient de nous rejoindre depuis un certain temps.
au moins lui passer la parole pour qu'elle... Oui, non, mais je pense qu'on peut lui passer la parole. C'est vrai que Rhoda devait intervenir dans l'heure précédente, mais elle et son collègue n'ont pas pu se connecter, donc c'est très bien qu'elle se connecte. Alors, elles ne s'occupent pas forcément des jeunes, mais plutôt des réfugiés, comment dire, sur la zone de Goma. Et je pense que voilà, il faut qu'elle nous donne un petit peu aussi son impression. Et l'intervention que lui avait demandé, c'est le réfugié dans son contexte, c'est-à-dire les implications, comment dire, qui sont impliquées par le fait d'arriver dans une région qu'on ne connaît pas, une région où l'alimentation est différente, où le climat est différent, etc. Donc voilà, donc je ne sais pas, voilà, là, Rhoda, tu es dans le groupe en fait des jeunes qui s'impliquent auprès des réfugiés. Je te laisse libre d'ajouter ce que tu veux ajouter sur ce thème ou ce que tu aurais envie d'ajouter sur le thème précédent. Mais il faut ouvrir ton micro, Rhoda. Si vous nous entendez, vous pouvez ouvrir le micro et prendre la parole et intervenir. Rhoda, tu nous entends? Peut-être qu'elle ne nous entend pas. Oui. Bon, je ne sais pas. Niambélé, ça fait déjà ça fait 1h30, hein, je crois, de session? Oui, oui, oui. Je pense qu'on va peut-être arrêter la session là. On reprendra à 17h. On va passer directement aux au revoir à 17h avec tout le monde, je pense, directement. Et puis, notre sujet, on le représentera une autre fois. Ce n'est pas très, très grave. Le tout, c'est que tout le monde ait eu son temps de parole. C'est ça. Et donc, Rhoda va parler parce que Rhoda a juste à l'instant réussi à couper son micro, à ouvrir son micro. Donc, Rhoda, si tu veux parler, c'est maintenant ou jamais. Voilà, vas-y. Je voulais juste vous expliquer qu'aujourd'hui, je n'étais pas prêt avec la cérémonie du 20 juin. Bon, malheureusement, d'un coup, le ACR m'a informé qu'on va prendre part à ça. C'est pourquoi j'ai été absente. Vraiment, je m'excuse avec ça. Sur ce, je voulais augmenter avec ce que Joëlla disait. Ce qui est difficulté comme ce que rencontrent les réfugiés ici à Goma, eux que oui, avec les entreprenariats que font les réfugiés, ils ont beaucoup de métiers qu'ils font et ça leur aide comment avancer. Avec les petits agents que fait le HCR aux réfugiés pour qu'ils puissent se prendre en charge, ça leur aide comment évoluer. Le problème en est que la plupart des gens n'ont pas accès à trouver les comptes bancaires juste parce que leurs documents ne permettent pas à ce qu'on puisse trouver qu'eux aussi puissent être qu'eux aussi puissent trouver ces comptes bancaires. La plupart de leurs documents ne sont pas reconnus, même à se faire embaucher, mais c'est comme cela. Ils vivent en se prenant en charge eux-mêmes et ils vivent en toujours faire des entreprises en charge pour qu'ils puissent regagner la vie. Mais ce qui est comme difficulté, comme a dit Madame Joëlla, ils ne savent pas comment prendre de crédit à la banque. Ils n'ont pas de compte bancaire parce que leurs documents n'autorisent pas ça, mais aussi s'intégrer dans la société. Oui, ça devient un peu difficile parce qu'il y a la... Ah, il n'y a plus de son. Tu veux répéter, on n'a pas entendu la fin. Vous avez entendu la fin? Non, le son est coupé. Ah. Rhoda, tu peux nous redire ce que tu as dit à la fin? On n'a pas entendu. Oui, je suis là. Ce que je disais, pour s'intégrer dans la société aussi, c'est comme s'ils sont délaissés et ça cause à ce que la plupart d'eux ne s'intègrent pas très bien dans la société, juste parce qu'eux-mêmes,
ils s'éloignent et ils trouvent que ça devient un peu difficile à s'adapter à la société car leur carte ne l'autorise pas, mais aussi ici à Goma, la plupart des réfugiés, ils sont tout juste aux frontières de leur pays de provenance et ça fait un peu un problème pour eux. Le problème, c'est de construire peut-être à 20 km, 100 km de chez soi, construire ailleurs. C'est ça que tu veux dire? Ils sont trop proches de chez eux? Bon, oui. La plupart d'eux, ils ne sont pas libres pour la circulation. Car Goma, avec les pays d'origine, disons par exemple le Rwanda, c'est 0 km. Alors avec ça, ça fait que plusieurs entre eux ne sont pas libres à la circulation. Mais aussi pour qu'ils aussi puissent se sentir libres dans la société, la ville qui autorise à ce qu'on puisse trouver la vie, c'est la ville qui est tout juste aux frontières. Disons par exemple, si on a un quartier de Mapendo, Birere, avec ce quartier, c'était un centre commercial et ce centre commercial autorise à plusieurs personnes ici à Goma comment survivre. Mais malheureusement, avec ces centres tout juste aux frontières, fait à ce que les autres sont limités pour leur sécurité et la plupart d'eux s'éloignent pour aller dans des champs pour cultiver, comme l'a dit la dame. Et malheureusement, au chat aussi, ils trouvent des difficultés avec les différents... D'où peut-être Niambélé, tu sais, l'intérêt de faire un projet parc sur ce genre de communauté, c'est-à-dire qu'avoir des lois qui sont spécifiques à un territoire. Un territoire où il y a beaucoup de réfugiés qui n'arrivent pas à construire leur vie, éventuellement, on pourrait imaginer un projet où il y a des réglementations qui sont plus strictes, plus dures, mais peut-être plus justes dans ce genre de situation, par exemple. Ça, c'est pas impossible. Après, c'est vrai que ça nécessite des volontés politiques, des volontés gouvernementales, des volontés de plein d'origines, mais ça permet de solutionner des problèmes qui sont finalement insolubles dans un système classique. Absolument, Madame Virginie. Il y a Nikenza qui voulait Oui, j'ai coupé le Nikenza. Ah, ok. Ben, il a coupé. Parce qu'il était en train de parler à quelqu'un d'autre, je crois. Oui. Sinon, à un moment, il avait levé la main, il voulait intervenir. Ouais. Mais il a quelque chose d'autre. En tout cas, ce que Mme Roda vient de dire, ça, c'est un autre aspect que je viens de noter. C'est-à-dire, ça parle plus de l'intégration, puisque les gens, voilà, les opportunités, le fait qu'ils se déplacent de leur zone naturelle, donc les opportunités qui leur sont offertes sont très limitées et ils ont accès extrêmement limité à ces opportunités, puisque voilà, leur statut le fait qu'ils soient en déplacement, les documents dont ils disposent ne leur donnent pas accès tout de suite à certaines opportunités, ne leur permettent pas de faire face à certains besoins lorsque ça se présente, etc. Donc ça, c'est aussi lié à l'identité des réfugiés. Et on se pose la question finalement, mais ce sont des humains tout court ou ce sont des gens qui sont liés juste à des documents? Et pourquoi le fait d'avoir un document, on dit que ce n'est pas valable alors que les personnes ont des besoins humains qu'ils doivent résoudre? Bon, qu'est-ce qu'on met en avant? La vie des personnes, leur dignité, leur identité, ou alors on parle de leur identité, c'est-à-dire liée à des documents administratifs, identité administrative. Alors que, bon, même si vous partagez l'identité culturelle et tout, et voilà, cela ne devrait pas les empêcher de pouvoir s'intégrer économiquement, socialement et du point de vue administratif.
Ça, c'est quelque chose de très important que je veux dire. Sans compter aussi le problème que quand ils sont associés à des aides, ou alors là, ils sont presque quelquefois un peu captifs de l'aide et ils restent enfermés dans des zones simplement parce qu'ils dépendent financièrement de certaines zones. Et ça, c'est aussi un autre problème qu'on pourrait soulever lors d'une prochaine conférence. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc voilà, je pense qu'on a fait un grand tour d'horizon quand même. Ça va ouvrir plein de perspectives pour de nouvelles conférences plus tard. C'est chouette. Sur ce, ça a été très riche, extrêmement riche. Et on peut, de ce fait, essayer de boucler la boucle, tout en restant ensemble, puisqu'on a les contacts déjà. Et ce n'est que le début d'un processus, donc d'une aventure. On va aller jusqu'au bout. Il faut que cet aspect communautaire de la gestion des réfugiés puisse être vraiment intégré dans les discours, dans les programmes, dans les projets, et que voilà, nous puissions définitivement restaurer la dignité et l'identité des personnes en situation de réfugiés. Je crois que c'est ça globalement. Un dernier mot, si Madame Virginie voudrait bien, comme ça, on arrête ce live maintenant. Alors, mon dernier mot, c'est qu'on va fermer ce live, mais vous êtes tous invités à venir au live d'après, qui aura lieu à 17h. Un live où on va se dire au revoir pour une prochaine fois et où on va faire coucou aux gens qui auront la gentillesse ou l'intérêt de suivre nos enregistrements. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup et merci à tous d'être là. Merci pour le temps, les contributions et aussi vos connexions Internet. Et nous restons ensemble et l'aventure se poursuit. L'aventure continue et on se retrouve au sommet. Merci beaucoup. On va maintenant arrêter le live. Merci à vous aussi. Merci. Vraiment, merci. Voilà, bon, pour pouvoir ta grosse tête là une dernière fois ne fera pas mal. Hein. Montrez vos têtes si vous y arrivez. Ça fera une jolie photo de, fin de vidéo. Madame Virginie pourra retenir définitivement ton nom, Ouedraogo. Ouais, non, c'est même pas noté. C'est son organisation qui est noté. Donc voilà, je suis désolée d'avoir écorché le nom. Hein. Oui. Merci. Okay. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. À bientôt. Bye bye. Merci. Bye.